Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous reparler des addictions. Pour essayer pas mal de gens m'ont écrit pour essayer de répondre aussi à ces questions que j'ai reçues par mail pour rentrer plus en profondeur dans le pourquoi des addictions. Donc vous avez compris que les addictions ne sont pas là par hasard, c'est pas le ciel là-haut qui vous a fait choisir de devenir alcoolique, dépendant à l'alcool, dépendant aux achats compulsifs, au sexe, au jeu, enfin tout ceci, ça descend pas du ciel, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Donc vous avez compris aussi, beaucoup ont compris que c'est des micro-angoisses, alors certains arrivent à les ressentir, à se dire oui c'est vrai que juste avant de me précipiter sur la bouteille, sur acheter n'importe quoi sur internet, voilà, je sens qu'il y a une angoisse qui m'envahit, ou les gens qui me disent je suis accro à la bouffe, ils dévorent tout dans leur placard, voilà, ils commencent à conscientiser qu'en vérité, ils commencent à se percevoir qu'il y a une angoisse, c'est vrai, qui arrive à l'intérieur d'eux. Voilà, alors bien sûr, ça il faut un certain moment, il faut se comprendre, s'analyser, tout ça en amont pour voir pourquoi on se jette sur une bouteille de bière, voilà, c'est très fin, hein, c'est très, il faut vraiment avoir une sensibilité, mais ça se développe, tout le monde peut l'avoir, hein. Ne croyez pas que c'est simplement quelques érudits qui vont y arriver, non, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de souci, simplement il faut apprendre à s'écouter. Donc il faut apprendre à écouter, on va dire, cet enfant intérieur, si on appelle ça l'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui en vérité vous angoisse. Toujours lié à une crise d'angoisse, microscopique, mais c'est une crise d'angoisse qui vient de votre passé, de votre enfance, qui vous êtes senti dénigré, surprotégé, étouffé, castré, abîmé physiquement, moralement, voilà. C'est toujours rattaché à la petite enfance, une fois de plus, ça ne descend pas du Saint-Esprit, quoi, je veux dire. Donc, maintenant que je pense que beaucoup de gens ont compris ça, il faut savoir comment on se sort de ces situations. Alors, il y a une principale quand même qui est ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire conscientiser avant, quand vous sentez la moindre crise d'angoisse, il faut arriver à la neutraliser. C'est-à-dire négocier avec elle, négocier avec cet enfant intérieur que nous on appelle, enfin bon, ça, chacun l'appelle comme il veut, ça c'est pas, il y en a qui parlent de la partie obscure qu'on a en nous, il y en a qui parlent, enfin bon, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas le problème. C'est simplement, il faut négocier avec elle. Quand vous sentez cette micro-angoisse, à force de s'analyser et se comprendre, dire voilà, ben maintenant, alors soit vous prenez la méthode gentille, c'est-à-dire dire bon, ben, écoute, je sais que tu as souffert dans ton enfance, voilà, je sais qu'il s'est passé ça, je comprends que tu veux l'anesthésier à travers de l'alcool, des achats compulsifs, du sexe à outrance, peu importe quelle addiction, il y en a des centaines d'addictions. Voilà, tu veux le calmer en te faisant du bien, en te donnant de la dopamine, puisqu'en vérité, on nourrit notre cerveau de dopamine, ça nous anesthésie notre douleur d'enfance. Voilà, c'est exactement ça le processus. Donc on s'anesthésie le passé. Donc c'est là-dessus qu'il faut arriver à s'analyser. Alors c'est comme ça, en allant en amont. Dès qu'on sent la moindre petite angoisse de se retrouver seul, ça c'est pour la dépendance affective, ou avoir une angoisse parce que justement on vient de nous dire quelque chose qui ne nous convient pas. Donc automatiquement on se jette sur une bouteille, enfin bon, peu importe, voilà. Mais bon, c'est très fin, il faut vraiment apprendre à se connaître par cœur, par cœur. Alors nous on passe par la méditation, on passe par la cohérence cardiaque pour commencer à s'apprendre à se connaître soi. C'est ça, on est persuadé qu'on se connaît tous, mais en vérité, personne ne se connaît. Hein. Moi le premier, j'ai du mal des fois à me reconnaître. Je fais des trucs, je me dis pourquoi tu as fait ça, voilà. On est tous pareils, jusque-là, c'est normal. Mais il faut apprendre justement à se connaître. Voilà. Et puis après, dans le temps, pour quand même que ça ne devienne pas quand même trop dur, il va falloir trouver d'autres façons de se nourrir de dopamine. Parce que vous l'avez compris que le but du jeu, pour s'anesthésier nos douleurs, nos micro-angoisses, il faut se trouver de la dopamine. Alors, soit vous allez aller chercher de la dopamine à travers quelque chose de nouveau, ne prenez pas quelque chose que vous avez déjà, parce que vous savez très bien que ça ne marche pas. Trouvez une association, faire du sport, faire du théâtre, faire des poésies, faire de l'aquarelle, entraîner des jeunes au foot, je sais pas, tout ce que vous voulez, quelque chose qui va vous récompenser. Récompenser, n'oubliez jamais le mot, c'est la récompense. C'est connu depuis longtemps que les addictions sont là pour nous récompenser, en vérité pour nous anesthésier. On voit très bien quand on met les gens sous IRM,
Quand ils ont des crises d'angoisse, on leur fait passer des photos on fait exprès de les angoisser. Et on voit que quand ils mettent quelque chose, un verre d'alcool ou qu'ils se mettent à fumer, automatiquement, on voit le cerveau limbique se met à ralentir. C'est-à-dire, nos crises d'angoisse, c'est-à-dire que notre cerveau marche entre, on va dire, 4 et 30 MHz. Et quand on a nos crises d'angoisse, il passe au-delà de 30 MHz. Le cerveau, en électroencéphalogramme, on voit que le cerveau passe au-delà de 30 MHz. Donc c'est une crise d'angoisse. Et on voit très bien que quand on met sous IRM, on se met à fumer, à boire, automatiquement on repasse sous la barre des 30 MHz. Donc ça nous relâche, ça nous anesthésie le cerveau. C'est-à-dire le petit hamster, le petit vélo que vous avez dans la tête, il se ralentit. Voilà, on le voit très bien en neurologie, on a fait des expériences en pagaille. Donc on sait très bien comment ça marche. Donc dans un premier temps, il faut apprendre à se contrôler. Alors là, il faut déjà un vrai travail, il faut être accompagné parce que seul, c'est presque impossible. Il faut quelqu'un qui vous guide les premiers temps. Vous prenez un thérapeute, vous faites de la méditation, du yoga, enfin ce que vous voulez. Mais enfin bon, il faut trouver quelqu'un qui vous accompagne parce que seul, vous avez peu de chances d'y arriver. Il ne faut pas rêver. Et puis après, il va falloir trouver une occupation, c'est-à-dire se distraire l'inconscient. Vous voyez très bien que quand vous avez, je ne sais pas, une blessure, vous avez, je sais pas, un torticolis par exemple, un truc banal qui vous handicape pendant toute la journée. Si on vous dit aide-moi à faire ci, ça, vous vous rendez pas compte qu'au bout de... Vous aviez mal pourtant, mais au bout de 20 minutes, vous vous rendez pas compte que vous êtes monté 3 fois sur un escabeau pour tenir machin, un truc. Vous dites, ah ouais, parce que vous avez distrait votre inconscient, c'est ça. Sinon l'inconscient va toujours penser à la même chose. Alors, tout ça, c'est presque irrationnel, mais enfin bon, maintenant, on sait comment ça marche, quoi, je veux dire. Donc voilà, il faut s'occuper à travers quelque chose qui va vous capter. Mais quand je dis capter, c'est capter. C'est pas juste pour faire plaisir à votre mari ou votre femme de faire un peu de sport. Non, il faut que ce soit quelque chose qui vous appartienne. Même si ça ne plaît pas à votre mari ou à votre femme d'aller faire de la course à pied, d'aller faire du théâtre, d'aller réciter des contes dans un EHPAD, on s'en fout ce que c'est pas, mais quelque chose qui va vous passionner, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis des années que vous n'avez jamais voulu exploiter. Vous dites, oh, on va se moquer de moi, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Ça, non, laissez tomber. Prenez quelque chose qui va vous nourrir, vous faire du bien. Et automatiquement, votre inconscient blessé, qui lui, tout ça, bon, c'est inconscient, je me répète, mais on le sent pas, on le voit pas, mais ça ronronne, on le voit très bien sous IRM, quoi, je veux dire. On voit la crise d'angoisse quand elle se met à monter, l'électroencéphalogramme se met à en accélérer. Alors bien sûr, c'est des micro-crises d'angoisse, je me répète, c'est pas des angoisses, c'est des micro-crises d'angoisse, on le sent même pas, sauf si vous arrivez à vous contrôler, à vous analyser, à savoir que oui, vous savez, vous commencez à être fébrile. Il y en a qui commencent à me dire, oui, j'ai senti comme mon cœur qui s'accélérait un peu, oui, bon, ou comme mes doigts qui commencent à trembler. Voilà, c'est ça, il faut aller en amont avant que l'angoisse devienne trop puissante. Sinon, c'est trop tard, il faut vous jeter sur la bouteille d'alcool, sur quelque chose, ça. Donc, il faut le prendre vraiment en amont. Puis après, travailler sur quelque chose qui va vous récompenser, mais différemment de d'habitude, à travers, au lieu de manger des paquets de bichocos, vous allez écrire des poèmes. Alors ça paraît bête ce que je dis, mais pourtant c'est la réalité. Il va falloir trouver quelque chose pour compenser. Le cerveau, il va falloir qu'il ait sa récompense, qu'il ait son anesthésie. Sinon, il lâchera jamais, jamais. Vous continuerez à vous jeter sur les paquets de gâteaux, il s'arrêtera jamais, jamais. Aussi, je voudrais revenir sur quelque chose par rapport aux addictions. C'est l'entourage, c'est primordial. Primordial. Si vous avez un entourage qui fait exprès de vous dire, ouais, tu vois, t'as encore craqué, t'as vidé le placard, t'as bu toutes tes bouteilles là, alors là, c'est mort. Il faut que justement, alors c'est pas facile, je reconnais, je me mets à la place de tous ces gens qui entourent tous ces alcooliques, tous ces gens qui se droguent, tous ces gens qui ont des achats compulsifs. Je comprends, je me mets tout à fait à leur place, c'est vraiment pas facile à faire. Mais pourtant, il va falloir se détacher. Parce que plus vous allez les accuser, plus vous allez engrammer leur crise d'angoisse. Eux, ils vont l'entendre, vous allez lui dire, mais écoute, mon chéri ou ma chérie, arrête de boire, tu vois bien que tu détruis. Voilà. Vous croyez que vous faites ça pour leur faire plaisir, pour les aider. Mais en vérité, eux, c'est déformé dans le cerveau. Ils entendent ça comme du dénigrement. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça accélère la crise d'angoisse. Et dès que vous allez tourner le dos, ils vont défoncer la maison pour trouver leurs bouteilles, leurs bichocos, aller sur Internet, regarder des films porno. Bon, toutes les addictions qui existent sur la Terre, quoi, je veux dire. Donc, malheureusement, il faut essayer de les laisser de côté.
donner la tâche à un thérapeute. Lui dire, voilà, je vous donne carte blanche, vous êtes le thérapeute de mon époux, de mon épouse, vous avez carte blanche. Dites-moi exactement ce que je dois faire et ne dois pas faire. Et là, il va vous dire, surtout ne les dénigrez pas, surtout n'allez pas leur dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que automatiquement, vous y allez de bon cœur, c'est normal, vous les aidez. Mais eux, c'est entendu différemment. C'est devenu angoissant pour eux de se dire, je n'ai pas respecté ce qu'ils me disaient, oui, j'ai continué à boire, voilà. Malheureusement, il faut se détacher, sinon, automatiquement, la micro-crise d'angoisse va se transformer en vraie crise d'angoisse. Voilà, donc il faut se tenir à carreau. Alors, je sais, c'est pas facile, je sais, je comprends tout à fait que quand votre mari ou votre femme vous a trahi, vous a dit, mais plus jamais je boirai, plus jamais je ferai ci, à force vous n'avez plus confiance, mais je le comprends. Mais le nœud de l'histoire, il est vraiment là. C'est les accompagnants, c'est eux qui ont le nerf de la guerre, il faut comprendre. Parce que la personne a vraiment envie de s'arrêter de boire, de fumer, d'acheter, enfin bon, peu importe ce que c'est. Il a vraiment, au fond de lui, il a vraiment. Mais le pauvre, il est manié par une bébête à l'intérieur de lui, c'est l'inconscient, c'est l'enfant blessé de leur enfance, enfin bon. Vous comprenez très bien que c'est pas eux, sinon si on avait la maîtrise de nous, on n'aurait pas des tocs, on n'aurait pas d'angoisse, on n'aurait pas de névrose, on n'aurait pas d'addiction, on n'aurait rien. C'est quelque chose à l'intérieur de nous qui a pris la possession, qui a pris le pouvoir. Sinon, on pourrait arrêter de boire, de fumer, de n'être névrosé, on pourrait tout arrêter en un claquement de doigts, mais malheureusement on ne peut pas, puisque c'est cet inconscient qui a pris le dessus sur nous il y a X temps, il a trouvé quelque chose pour s'anesthésier à travers des jeux, à travers, peu importe, de l'alcool, du tabac, il a trouvé quelque chose pour s'anesthésier. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc vous voyez, c'est un travail d'équipe. Arrêter une addiction, c'est un vrai travail d'équipe. C'est pas la personne toute seule, elle ne peut pas. Elle se bat contre quelque chose qui est bien plus fort qu'elle. Donc il faut l'aider justement en ne bougeant pas. Et ça, alors là, je vois toutes les thérapies qui ratent, c'est toujours par rapport à l'entourage qui veut trop aider. Mais je comprends, hein, j'accuse pas les accompagnants parce que je me mets un peu à leur place. Ils en ont vraiment marre, quoi, je veux dire. Mais voilà, à un moment, il faut faire confiance à la personne. Quand elle est en cure de désintoxication, oui, c'est vrai, mais quand ça sortit, on ne lui dise pas maintenant on t'a à l'œil, maintenant on va surveiller les placards, maintenant on va enlever Internet, maintenant on va. Ah ben là, faut surtout pas le faire. Surtout pas, parce que la personne, dès que vous avez tourné le dos, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se sentir menacée, accusée, et automatiquement, elle va retomber dedans. C'est pas facile, hein. Je reconnais que quand quelqu'un sort d'une désintoxication, quoi que ce soit, de lui dire stop, on cache les bouteilles, on cache ci, on t'enlève ça. Ah, ça c'est pas facile, on n'a qu'une envie, c'est aider, mais en aidant, justement, en aidant de cette façon-là, la personne se sent angoissée et donc automatiquement, elle se dit est-ce que je vais y arriver à tenir, est-ce que je vais arriver à satisfaire mon mari ou ma femme qui a mis toutes ses valeurs dans cette désintoxication, est-ce que je vais arriver à tenir, donc ça leur met des barres, des hauteurs, des angoisses, et là ils ne peuvent pas tenir parce que le mécanisme qui déjà est costaud, il s'est amplifié par la peur de déplaire à l'autre, et voilà, on tombe dedans. Voilà, j'espère que vous en avez compris un peu plus sur les addictions. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, continuer à me poser des questions pour essayer de comprendre. Il y a des petits détails, mais bon, là après c'est de la thérapie, il faut rentrer en thérapie pour comprendre. Il y a des choses très fines à dénouer. Mais là après il faut de la thérapie. Là, pour l'expliquer, c'est un peu compliqué. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.